Excellences, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban, Son Excellence Monsieur Radi El Khouri, Excellence Monsieur l'ambassadeur Boutros Assaker, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce matin dans le merveilleux cadre du Cercle de l'Union interalliée. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a veillé à l'organisation de cet événement, et spécialement Madame Chérine Aoudi. Ce petit déjeuner conférence s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités que la Chambre de commerce franco-libanaise a déjà initiées, notamment dans les rencontres d'affaires France-Liban pour des partenariats gagnants en Afrique, en octobre dernier. La conférence sur le numérique à l'UNESCO et le livre historique sur la Chambre et les relations franco-libanaises qui va paraître bientôt, ainsi qu'une série de petits déjeuners qui suivront et qui vous seront annoncés à fur et à mesure. Je souhaite annoncer également la tenue de notre Assemblée générale le 14 juin prochain, dans le cadre de laquelle M. Rodolphe Jacques Saadi, directeur général du groupe CMA-CGM, s'exprimera sur le transport maritime au cœur de la mondialisation. L'ambassadeur Naji Abiassi, que je remercie d'avoir accepté de nous accorder de son temps et de son savoir diplomatique et politique, nous donnera sa lecture aujourd'hui sur la situation du Liban et les perspectives régionales, tout particulièrement en Syrie, en Égypte et en Iran. Comme vous le savez, l'ambassadeur Abiassi a été ambassadeur du Liban en France de 1994 à 1999, de même ambassadeur au Sénégal et au Saint-Siège, représentant permanent adjoint aux Nations Unies à New York et à Genève, directeur général de la présidence de la République libanaise et conseiller diplomatique du président de la République. Il est entre autres porteur de la Légion d'honneur, grade de commandeur, de la Grande Croix de l'Ordre national du Mérite et grand officier de l'Ordre national du Cèdre. Je lui donne la parole en vous souhaitant une matinée très agréable. Merci, Gabi. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, alors que le peuple français vient d'élire son nouveau président, dans la continuité démocratique et républicaine, dans un esprit de modernité et de renouveau, il est particulièrement heureux de se retrouver une fois de plus dans un espace franco-libanais chargé d'amitié et intellectuellement stimulant. Merci à la Chambre de commerce franco-libanaise et à son président Gabi Tamer d'avoir initié cette rencontre. En 1995, du temps où les perspectives de paix au Moyen-Orient commençaient à se préciser, un haut représentant de Bouygues est venu me voir à l'ambassade du Liban à Paris pour me dire que leur société était prête à s'investir dans la construction, sinon la réhabilitation totale de l'autoroute Beyrouth-Damas sur base de BOT. À la même époque, un responsable du Club Med, accompagné de l'homme d'affaires libanais M. Safiuddin, est venu m'annoncer qu'il se proposait de construire l'un de leurs plus beaux clubs au monde qui permettrait à leurs vacanciers de se détendre sur les plages sablonneuses de Nakoura et de faire du ski le même jour sur les pentes du mont Hermon. Un investisseur américain est venu de même s'enquérir s'il lui était possible d'installer 3 bateaux casinos dans les eaux territoriales libanaises en prévision d'un boom touristique qu'il prévoyait suite à la signature d'un accord de paix israélo-arabe qui semblait se profiler. Toutefois, vers la fin de l'année, le 4 novembre 1995, l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste israélien opposé aux accords d'Oslo conclus en 1993. Les espoirs liés au processus de paix se sont dissipés. Les représentants de Bouygues et de Club Med
ne sont plus revenus me voir, l'Américain non plus. C'est dire le lien étroit entre dynamique de paix et dynamique d'investissement au Liban et dans la région. Que peut-on dire aujourd'hui des paramètres de la stabilité au Liban et des perspectives globales dans la région? Deux sujets vastes et complexes qui nous interpellent au quotidien et que je vais essayer d'aborder sans optimisme démesuré ni pessimisme inutile en une vingtaine de minutes. Le Liban d'abord. Après de longues années de guerre, le Liban a finalement réussi à se relever et à préserver sa stabilité interne en dépit de toutes les épreuves et malgré les feux régionaux qui se sont étendus jusqu'à ses propres frontières depuis 2011. Cette stabilité relative pourrait s'expliquer par les raisons principales suivantes. 1. En 1975, l'année qui a vu le déclenchement de toutes les hostilités, le système politique confessionnel était fortement contesté. D'aucuns voulaient le rééquilibrer pour donner davantage de pouvoir à la communauté musulmane devenue majoritaire. D'autres, c'est-à-dire la gauche libanaise, toute communauté confondue, voulaient simplement l'abolir. La tension sur le terrain était à son paroxysme. Aujourd'hui, l'accord de Taïf, conclu en 1991, n'est pas un accord idéal, mais toutes les partis politiques et confessionnels s'y retrouvent. Personne ne le conteste sérieusement, même s'il y a quelques divergences sur l'interprétation de certaines de ces clauses. Personne ne veut ou ne peut se permettre de retomber dans le piège de la violence qui a déjà ensanglanté le Liban et qui ensanglante la région, ce qui n'exclut pas, dans l'absolu, les raidissements occasionnels, les erreurs politiciennes et les risques conséquents, quoique limités, de dérapage. 2. Par ailleurs, en 1975, les pays arabes engagés dans le processus de paix américain, initié par Henry Kissinger, d'un côté, et les pays du front de refus qui le contestaient, tels la Libye et l'Irak, s'affrontaient sur la terre libanaise par milices interposées. Aujourd'hui, malgré les clivages persistants entre les pays du Golfe et l'Iran, aucun de ces pays ne pousse effectivement les parties libanaises à s'entretuer. 3. De même, l'implication politique et militaire des factions palestiniennes dans le conflit interne en 1975, leur lutte globale contre l'ennemi israélien à partir de leur base libanaise et le cycle de violence et d'agression qui s'ensuivait pesaient de leur poids sur l'ensemble de la conjoncture. Aujourd'hui, la présence palestinienne armée au Liban, quoique toujours problématique, n'a plus le même impact sur la paix civile et le contentieux libano-israélien n'obéit plus aux mêmes règles d'engagement. Ces confrontations régionales sur la scène libanaise des années 70-80 revêtaient aussi une dimension internationale. Tout le monde se souvient, ou presque, de l'attentat suicide contre l'ambassade des États-Unis au Liban le 18 avril 1983. 63 tués, 200 blessés, un an après l'invasion israélienne de 1982. L'attaque dévastatrice à la camionnette piégée contre le quartier général des Marines près de l'aéroport de Beyrouth 6 mois plus tard, qui a coûté la vie à 241 soldats américains, et l'attaque similaire, presque simultanée, qui a visé le contingent français, causant la mort de 58 parachutistes. Aujourd'hui, les grandes puissances peuvent être divisées sur des questions diverses, notamment en Syrie et en Ukraine, mais elles se sont unanimement entendues en novembre 2012 à New York, à la demande du Liban, et grâce à l'appui effectif du gouvernement français,
pour créer un groupe d'appui international au Liban qui a grandement contribué, je le sais, à maintenir la stabilité et à garder notre pays en dehors des troubles régionaux. Ce groupe est composé des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, le secrétariat général des Nations Unies, l'Italie, l'Allemagne, l'Union européenne et la Ligue des États arabes, sans qu'il n'ait été possible toutefois d'y inclure l'Arabie saoudite et l'Iran. Les Américains étaient contre l'inclusion de l'Iran à l'époque. Il est rassurant de noter par ailleurs que le dialogue politique continue au Liban, y compris entre le courant du futur et le Hezbollah. L'Assemblée nationale, après plusieurs tentatives infructueuses, a finalement réussi en octobre 2016 à élire un président de la République représentatif et fédérateur. Un nouveau gouvernement d'union nationale a pu être formé, même si son action reste partiellement entravée à cause de l'incapacité des députés à s'entendre sur une nouvelle loi électorale. On y reviendra. Sur le plan économique, je dirais simplement que nous continuons à bénéficier de transferts financiers substantiels vers le Liban de la part de la diaspora libanaise, malgré le contexte régional et mondial contraignant. Nous disposons toujours d'importantes réserves en or et en devises étrangères. Le taux de croissance pour 2007 est prévu à 2% et la balance des paiements est excédentaire. Nous savons de même que nous pouvons compter sur la solidité de notre système bancaire alors que nos entrepreneurs réussissent de leur mieux à s'adapter et à élargir leur champ d'activité vers d'autres horizons, comme la Chambre de commerce franco-libanaise a réussi à le mettre en relief lors du forum qu'elle a organisé à Paris, conjointement avec la CCPI, en octobre 2016. Nos écoles et nos universités continuent à fournir un enseignement, y compris francophone, de qualité. Nos jeunes se distinguent dans le monde du numérique et des start-up. Notre société civile, c'est important, notre société civile s'organise et se mobilise davantage en faveur du bien public. Les réseaux libanais à travers le monde sont plus interactifs que jamais, autant de points encourageants et rassurants. Nous réalisons par contre qu'il reste beaucoup d'incertitudes, de dangers et de défis sur les plans sécuritaires, économiques et sociaux. Lesquels? L'humeur et la rumeur, pour commencer. L'humeur des gens est globalement pessimiste. La rumeur veut que les mois, si ce n'est les années à venir, soient marqués par la logique de la confrontation et de la violence. Elle se nourrit, cette rumeur, par la montée des extrémismes, de la résistance, de la recrudescence des menaces israéliennes. Elle se nourrit de même des déclarations, des décisions du nouveau président des États-Unis à l'encontre de la Syrie, de l'Iran, de la Corée du Nord. En fait, à mon sens, le président Trump n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. Il souffle occasionnellement le chaud et le froid. Il a bien dit des choses très gentilles à propos du président de la Corée du Nord, alors que 2 jours auparavant, tout le monde pensait que c'était déjà la guerre. Donc il souffle occasionnellement le chaud et le froid, même s'il est clair qu'il ne compte pas négocier en brandissant, ni certainement pas en distribuant des carottes, mais compter apparemment beaucoup plus sur la vieille politique de la canonnière, tout en n'excluant pas un partnership remodelé avec la Russie. Plus spécifiquement au sud Liban, la situation reste tendue, mais les rapports de force des 2 côtés de la frontière ont créé un seuil de dissuasion que personne n'a osé franchir jusque-là depuis 2006, même si les faux calculs de part et d'autre peuvent représenter un risque potentiel. La FINUL joue un rôle utile et nécessaire pour prévenir les conflits dans les limites de son mandat étant le maintien de la paix et non pas l'imposition de la paix. Quant à la menace terroriste,
Elle est réelle, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, mais elle a été efficacement contrée par l'armée et les diverses forces de sécurité internes. Les Libanais, toutes communautés religieuses confondues, ont trouvé qu'ils étaient unis pour faire face à ce danger. Concernant la crise politique, découlant de l'incapacité des députés à s'entendre jusque-là sur une nouvelle loi électorale, elle dévoile en fait plusieurs problèmes de fond. Le premier, c'est la précarité du système de gouvernement qui a dévié d'un système basé sur la règle de la majorité parlementaire à un système autobloquant en quelque sorte, basé sur la règle du nécessaire consensus préalable, quels que soient les mérites du consensus pour préserver la paix civile. La crise reflète en second lieu le désaccord sérieux sur l'interprétation de l'accord de Taïf, l'accord de l'entente nationale, quant au sens réel du mot parité que cet accord a garanti. Est-ce une moitié de députés chrétiens élus essentiellement par des chrétiens et se ralliant une fois élus à des blocs parlementaires présidés par des chrétiens et inversement, ou une moitié de députés chrétiens élus en partie grâce à des électeurs musulmans et se ralliant par la suite à des blocs parlementaires présidés par des musulmans, discussion navrante quelque part, en l'absence d'un système laïque de gouvernement, mais c'est en partie la nature du débat actuel. Ajoutez à cela que les nouveaux rapports de force parlementaires que la nouvelle loi électorale pourrait faire émerger auront un impact certain sur la configuration des élections présidentielles en 2022 et sur le profil du nouveau président. D'une manière plus globale, disons qu'il reste beaucoup à faire au niveau de la bonne gouvernance et de la gestion rationnelle des affaires de l'État, notamment assainir nos finances publiques, maîtriser et inverser la spirale de l'endettement, réorienter l'épargne vers les secteurs productifs, faire adopter le partenariat entre le secteur privé et le secteur public, PPP, pour assurer de meilleurs services aux citoyens, lutter contre la corruption, moderniser nos lois, avancer dans le processus permettant au plus vite d'exploiter nos ressources escomptées en gaz et en pétrole, gérer au mieux l'énorme problème des réfugiés syriens au Liban, 1,5 million sur une population de 4 millions, en attendant leur retour progressif dans la dignité et la sécurité dans leur pays. Voilà pour le volet libanais. Qu'en est-il de la région et des perspectives de règlement des conflits qui la meurtrissent depuis de si nombreuses années? En fait, il est difficile d'être tranchant lorsqu'on est en présence d'une multitude d'acteurs et de facteurs qui poussent souvent les événements dans des directions opposées. Ce qui peut être fait, c'est d'essayer de mettre un éclairage sur les objectifs stratégiques stables et les tactiques changeantes qui président à l'action des divers décideurs et protagonistes locaux, régionaux et internationaux qui sont susceptibles d'influencer le cours des événements dans un pays ou une région donnée, dans un sens ou l'autre. Commençons par la Syrie. Même si le principe théorique de base est que les Syriens devraient pouvoir décider eux-mêmes librement de leur futur, et nonobstant le fait que certaines parties au conflit ont espéré longtemps, certains continuent à espérer, ont espéré longtemps pouvoir s'assurer une victoire totale sur le terrain, c'est-à-dire soit reconquête de l'ensemble du territoire national par les forces gouvernementales ou pro-gouvernementales, soit au contraire renversement du régime. Malgré tout cela, une solution politique finira par être trouvée et imposée suite à des négociations reflétant les rapports de force locaux, régionaux et internationaux qui se sont presque établis
ou pourront s'établir sur le terrain. L'attaque américaine contre la base de Chouaïrat en est une manifestation, de même que l'attaque prévue contre Raqqa, sauf que les Américains n'acceptent pas que Raqqa soit remise aux forces gouvernementales après sa libération. Le régime syrien refuse le déploiement de toute force internationale et les Turcs s'opposent à ce qu'elle devienne sous contrôle kurde. Il se pourrait, je pense, qu'une autorité locale en prenne la charge comme solution de compromis. Les éléments partiellement contestés de cette solution politique tournent dans l'état actuel des choses autour des idées suivantes. 1. Promotion d'un cessez-le-feu que l'accord limité de Astana devrait faciliter le long des lignes de démarcation qui se profilent. 2. Combattre en tout cas et en tout lieu, y compris dans les 4 zones de désescalade, combattre en tout cas et en tout lieu le terrorisme, Daesh et Al-Nusra. 3. Élaborer un accord plus précis sur la nature de l'autorité transitoire dans l'esprit de l'accord de Genève, des accords de Genève. 4. Référendum sur une nouvelle constitution. Ça, c'est important. Référendum sur une nouvelle constitution en cours de rédaction. Les Russes et les Nations Unies s'y attellent en particulier, avec de sérieuses divergences sur la nature du système politique qui prévaudra, régime présidentiel ou parlementaire, unitaire, fédéral ou simplement décentralisé, ou même partage confessionnel du pouvoir. 5. Élections législatives et présidentielles sous supervision internationale, sauf qu'il n'y a toujours pas d'accord sur le point de savoir si le président serait élu ou réélu au suffrage universel ou à l'Assemblée nationale. 6. Maintenir la stabilité grâce à une armée nationale et des services de sécurité réformés, éventuellement avec l'aide d'une force multinationale. 7. Adoption de mesures pour créer et consolider la confiance, confidence building measures. 8. Faciliter le lancement d'un vaste programme de reconstruction et d'exploitation du gaz et du pétrole. 9. Permettre progressivement aux réfugiés syriens de retourner dans leur pays. Ce processus est réel, mais il reste aléatoire. Les négociations reprennent à Genève demain. J'ajouterai que certains réfléchissent déjà, c'est intéressant, à la possibilité de clarifier, si ce n'est de régler, la question litigieuse des fermes libanaises occupées de Shebab, déligner la frontière tout au moins, et cela à l'occasion des discussions qui auront forcément lieu à propos du Golan, mais il ne s'agit encore là que de simples cogitations. Ceci dit, pour mieux comprendre les grands principes qui présideront à la guerre et à la paix dans la région, tant en Syrie que dans les pays qu'il est convenu d'appeler les pays du printemps arabe, il faudrait placer l'analyse dans un contexte encore plus global. Les révoltes qui ont eu lieu dans ces pays ont certainement leur cause endogène. L'usure du pouvoir, le rejet de la dictature, le chômage, la pauvreté rurale, les problèmes économiques et sociaux, la corruption, l'ambition des jeunes, oui. Mais le cours des événements a clairement été influencé dans un sens ou l'autre par le jeu des nations, l'intervention directe ou indirecte des puissances régionales et internationales afin de préserver ou de promouvoir leurs intérêts stratégiques, politiques, économiques et sécuritaires. Bien sûr, la montée de la tension entre les pays du Golfe et l'Iran sur fond de dissensions confessionnelles explique une partie du grand contentieux régional, notamment en Syrie, en Irak, au Yémen, voire au Liban. Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, tout autant, c'est que le début du XXIe siècle a été marqué par quoi? Le début du XXIe siècle a été marqué par 2 événements perturbants
majeures, l'attaque terroriste spectaculaire du 11 septembre 2001 et la grave crise financière mondiale des années 2008-2010. Et donc, pour les grandes puissances, il s'est agi depuis, et plus que jamais, de se protéger doublement. 1. Assurer leurs intérêts économiques, notamment dans une région qui recèle d'énormes réserves en gaz et en pétrole. Et 2. Combattre l'islamisme takfir et djihadiste, comme les Américains ont essayé de le faire dans un premier temps, en envoyant leurs soldats en Afghanistan, boots on the ground. Ceci ne peut occulter le fait qu'à la fin du XXe siècle, l'administration américaine, sous l'influence du conseiller à la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski, avait utilisé cette même fibre islamiste religieuse en Afghanistan et appuyé militairement les islamistes talibans, de même que la fibre nationaliste en Pologne et en Europe de l'Est, en plus de l'arme du cours du pétrole et celle de la course ruineuse aux armements, la guerre des étoiles, pour faire chuter ce que le président Reagan qualifiait à l'époque d'empire du mal, l'Union soviétique. Sous cet angle, la stabilité en Syrie et dans l'ensemble de la région dépendra aussi de la réponse qu'on pourra apporter aux 4 principales questions suivantes. 1. Quelles sont les forces capables de contrer au mieux la vague de l'extrémisme djihadiste? Est-ce les militaires, les forces démocratiques et libérales de la société civile ou le mouvement des frères musulmans? 2. Quel genre de système politique finira-t-il par prévaloir? Un régime présidentiel, parlementaire, comme on l'a dit, un gouvernement central fort, partition, fédération ou partage du pouvoir à la libanaise? 3. Quelles réformes économiques et sociales pourra-t-on élaborer en faveur des classes pauvres et défavorisées, où les extrémistes recrutent le mieux? Et quelle idéologie modérée sera-t-on en mesure d'imaginer et de promouvoir pour faire rêver positivement? 4. Quel règlement politique juste et global du conflit israélo-arabe, il ne faut pas l'oublier, pourra-t-on encore aider à conclure, alors que l'initiative de paix arabe, unanimement adoptée au sommet arabe de Beyrouth en 2002, n'a pas réussi à faire son chemin depuis? La dernière tentative française, en 2016, pour relancer le processus de négociation israélo-palestinienne, a été rejetée par le Premier ministre israélien, et le président Trump a simplement exprimé son espoir, il y a quelques semaines, de pouvoir aider à régler ce contentieux. Je suis sûr que le président Emmanuel Macron sera appelé à jouer un rôle de premier rang à cet égard. Quant à l'avenir des régimes et des systèmes politiques dans les pays du printemps arabe, je dirai rapidement ceci avant de conclure. Les militaires ont tenu les rênes du pouvoir dans plusieurs pays arabes pendant des décennies. Moubarak, Kadhafi, Ben Ali, mais ils ont été contestés puis évincés à partir de 2011 sous l'effet des diverses révoltes. Les libéraux minoritaires, on pense à Baradei en Égypte, n'ont pas réussi à rassembler un appui populaire suffisant, sauf en Tunisie. Les frères musulmans ont été largement perçus, à tort ou à raison, par plusieurs chancelleries occidentales, comme une force islamiste modérée, seule susceptible de contrer la vague djihadiste. Ils ont pu accéder au pouvoir en Égypte, mais furent assez vite délogés par les militaires et par les millions de manifestants qui leur étaient hostiles, puis par les urnes. Les frères musulmans auraient pu régner longtemps en Égypte et étendre leur influence sur le monde arabe s'ils n'avaient pas commis les principales erreurs suivantes. 1. Ils n'ont pas su gérer l'économie du pays, ni gouverner. 2. Ils ont appliqué la charia islamique trop vite, au corps défendant des Coptes
et des libéraux. 3. Ils ont cru à tort qu'ils pouvaient restructurer à leur guise la toute-puissante hiérarchie militaire. 4. Ils ont trop rapidement pris le risque de chercher à renverser d'autres régimes arabes, notamment les pays du Golfe et la Jordanie, ce qui a poussé ces régimes à se liguer fermement contre eux. Sans parler de l'opposition russe farouche à l'émergence d'une sorte de califat islamique qui s'étendrait de la Libye vers ses propres frontières en passant par l'Égypte, la Syrie et la Turquie. On se souvient de l'accueil triomphal fait à M. Erdogan à Tripoli et au Caire au lendemain de la chute de Kadhafi et de Moubarak. Probablement que M. Erdogan y croyait. Notez qu'après l'éviction du président Morsi et l'accession du président Sisi au pouvoir, nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui que les militaires s'imposeront pour de longues années à venir en Égypte et ailleurs. Le président Trump, en recevant le président Sisi, lui a dit « Nous allons coopérer pour de très longues années encore ensemble ». D'autres estiment que le printemps arabe, le vrai printemps arabe, a toujours de l'avenir. Les intellectuels français le pensent, que les germes de la révolution ont déjà été semés. Mais quand? À voir. Alors que certains, je pense ici à des diplomates occidentaux, non français et non américains, sont convaincus qu'un mouvement réformé et réhabilité des frères musulmans ne manquera pas de revenir en force au pouvoir dans de nombreux pays arabes, à moyen ou à long terme. Ceci concernant les forces susceptibles d'arriver au pouvoir ou de le conserver. Quant au système politique susceptible de prévaloir, examinons le cas de certains pays. L'Égypte, par exemple, a réussi à s'ancrer dans le cadre d'un État unitaire et d'un gouvernement central fort, ni effritement donc, ni changement de frontières, ni de régime. L'Irak a opté pour un régime hybride, dictatorial pour certains, comme il fut perçu surtout sous le gouvernement maliki, parlementaire et fédéral pour d'autres, comme le prouve la spécificité de l'entité kurde, et partiellement partage du pouvoir, le président de la République étant kurde, le Premier ministre chiite et le président de l'Assemblée nationale sunnite. Alors que l'avenir politique de la Libye, du Yémen et de la Syrie reste incertain, le Liban, quant à lui, ne semble pas encore prêt à changer de système politique ou à se départir de sa désormais sacro-sainte démocratie confessionnelle et consensuelle, alors même que la mauvaise gestion de l'État représente sa principale faiblesse. En tout état de cause, je conclurai sur une touche économique en disant, quelle que soit la solution politique qui finira par s'imposer en Irak, au Yémen, en Libye et surtout en Syrie, il faudrait que les Libanais et leurs partenaires français se préparent dès à présent à contribuer à l'effort de reconstruction qui s'ensuivra. La Commission économique des Nations Unies pour l'Asie de l'Ouest, ESCOA, prépare déjà, à partir de Beyrouth, les rapports et les plans requis à cet effet. Les pays et les entreprises commencent à se positionner. Nombreux sont ceux qui, à Damas, le ministre de l'économie par exemple, nombreux sont ceux qui, à Damas, affirment que la part du lion des contrats ira à des firmes russes et iraniennes. Mais il est bien sûr trop tôt pour l'affirmer. La Chambre de commerce franco-libanaise, chère Gabi Tamer, pourrait jouer un rôle facilitateur dans ce domaine. Je vous remercie. Voilà. Il y a des questions. S'il y a des questions, éventuellement. Ouais, il y a- Monsieur l'ambassadeur,
déstabilisation qui continue et comment y faire face? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est un peu ce que j'ai dit. Il y a clairement un consensus au Liban interne à ce que la crise en Syrie ne se manifeste pas, ne se reflète pas d'une manière violente sur le territoire libanais. Ça, c'est le consensus libanais. Est-ce qu'il tiendra? Je pense que oui. Sur le plan régional, ni l'Iran ni l'Arabie saoudite n'envoient des armes et des miliciens au Liban pour pousser les Libanais à s'entretuer. Donc, on reste la fameuse idée de disassociation de la crise. Et sur le plan international, le groupe d'appui pour le Liban continue à fonctionner. Les Russes et les Américains et les Français sont d'accord pour maintenir la stabilité. Chaque 6 mois, le groupe se réunit pour de nouveau lancer un appel à tout le monde au calme. La dernière réunion s'est tenue en Allemagne et juste avant, c'était tenu à Paris. Et je pense que le président Macron, le gouvernement français, préparera une pareille réunion probablement vers la fin de l'année de 2017. Donc, d'une manière générale, il n'y a pas de risque énorme, mais comme je vous l'ai dit, en politique, on ne peut pas tout prévoir. Un assassinat, parfois, peut changer complètement le cours des choses et les prendre vers d'autres horizons plus violents. Hadi pose toujours des questions. Hein, voilà, Hadi est là. Monsieur l'ambassadeur Samir, une petite question par rapport à la remarque que vous faisiez sur les frères musulmans et le fait qu'ils soient vus comme des remparts. C'est juste. Djihadistes. Est-ce que vous pouvez expliciter votre point de vue sur la différence entre les deux et l'intérêt de la région et du monde? Tout à fait. Écoutez, les islamistes djihadistes extrémistes ont été utilisés, entre autres, sans parler des 4 moyens que les États-Unis ont utilisés pour faire chuter l'Union soviétique. Un des moyens a été utiliser les djihadistes en Afghanistan contre l'Union soviétique. J'ai chez moi une vidéo où on voit M. Brzezinski, lunettes noires, haranguant les talibans, leur disant « Votre cause est une cause sacrée ». Ça, c'est clair. Après la chute de l'Union soviétique, cette vague islamiste djihadiste est devenue une menace. Il fallait la contrer. Qui pouvait la contrer au Moyen-Orient? Les militaires, les démocrates libéraux, la société civile ou les frères musulmans. Les militaires ont été perçus comme ayant été usés par le pouvoir. La société civile a été perçue comme faible. La seule force qui pouvait les contrer, c'était les frères musulmans. Moi-même, je l'ai entendu dans des capitales occidentales et d'une manière très précise, par des gens très haut placés. Seuls les frères musulmans peuvent contrer. Et apparemment, ils ont négocié, les frères musulmans. Ils ont négocié. Même avec Israël, indirectement, qu'il y aurait une trêve avec Israël. Pas une paix, mais une trêve longue. Donc ça, c'était le point essentiel. Et ils ont échoué. C'était l'idée. Ils ont échoué. Après l'échec, après la chute des frères musulmans, il y a eu des réunions dans les chancelleries, en se disant, bon, maintenant que les frères musulmans ont été délogés, qui devrait prendre la relève? Bien sûr, il y a une dynamique interne, mais il y a aussi l'influence étrangère qui peut aider à ce que les événements aillent dans un sens ou l'autre. Je sais qu'il y a eu une opinion européenne très forte qu'on devrait favoriser les libéraux. Barad et tout ça, appuyé par l'armée. Il y a une autre avis, non, il faut que l'armée revienne en force. Donc l'armée est revenue en force. Malgré cela, un diplomate d'un pays que je ne dois pas citer, très bien placé, m'a dit, écoutez, le mainstream dans le monde arabo-musulman, c'est les frères musulmans. Ils sont religieux. Et les frères musulmans, je leur ai dit, mais ils ont échoué. Il m'a dit, ils vont être réhabilités, reformés, restructurés. Le Hamas, hier, a presque reconnu les frontières de 67. Les frères musulmans en Tunisie sont devenus sages et modérés. Donc, il y a un courant qui se dit, bon, en fin de compte, seuls les frères musulmans pourront contrer. Je sais que c'est inquiétant, mais c'est comme ça. Aux forces libérales et démocratiques de s'affirmer. Voilà. Oui. Pays qui ont été frappés par les destructions du printemps
part, quelle miette va-t-on laisser au Liban, sachant que les Américains et les Russes ont partagé la plus grande partie du Beyrouth? Vous savez que les Libanais ont toujours joué le rôle de facilitateur. Ils ont le sens du contact, ils ont des réseaux, ils parlent plusieurs langues, ils ont de la psychologie, ils savent, ils sont flexibles. Il y a un ambassadeur occidental avec qui je déjeunais l'autre jour à Beyrouth. Il m'a dit, c'est vrai, nous vous aimons beaucoup, les Libanais, on a les mêmes valeurs, on se ressemble, mais on veut que le Liban reste calme pour une raison aussi importante. Je dis quoi? Il me dit, quand on regarde le Moyen-Orient comme ça d'en haut, on voit beaucoup de troubles, mais on voit le Liban qui est plus ou moins stable. On a besoin de votre aéroport, de votre port, de vos banques, de l'autoroute Beyrouth-Damas et du savoir de vos hommes d'affaires. Donc voilà, je pense avoir répondu un peu à votre question. Oui. Je peux juste rajouter à la, pardon, Oui, bien sûr, regardez. à la remarque de monsieur l'ambassadeur, l'idée suivante, le marché de reconstruction syrienne est estimé à 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars actuellement. Donc c'est un marché qui va être énorme. Là, exactement, pour continuer. La pénétration du marché, c'est là il faut encourager les compagnies françaises, les grands groupes français, de s'installer actuellement et de préparer la suite. Parce que quand ça va avoir lieu rapidement. Vous allez avoir besoin, surtout la France aura besoin d'une aide, d'un savoir-faire. Et ça ne pourra être pour la France, ni la Turquie, ni la Jordanie, ni l'Iran. Et si je me permets donc, Oui, bien sûr. Donc il faut y penser sérieusement, dès maintenant, étant donné qu'il y a un climat de stabilité, de commencer, par exemple, il y a plusieurs offres maintenant, on essaie de faire des infrastructures libanaises. Si certains groupes, prenons Bouygues par exemple, parce que j'avais rencontré M. Bouygues il y a quelques semaines, s'ils peuvent se mettre maintenant, se planter maintenant sur les petits projets qu'on a, ça leur ouvre la porte pour les grands projets qui auront lieu dans la série. Et même des miettes de 700 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Même si la Russie ou les États-Unis et les grands auront une grande part, on parle de 700 milliards, c'est le plus grand chantier du monde dans le futur. Tout à fait. Pour aller dans le sens du chargé d'affaires, il y a eu une réunion hier à Beyrouth pour discuter de ce sujet, effectivement. Et il y a apparemment un link qui donne plus de détails à propos de ces besoins de reconstruction. bit.ly/2QE18VA. Apparemment, sur ce site, on peut trouver beaucoup d'informations à propos de la reconstruction en Syrie, dans le monde arabe. En fait, le Premier ministre Ali a évoqué la reconstruction en Libye, au Yémen, en Syrie, en Irak, justement. Attendez, ça c'est une seconde. Ça c'est just a second. Sorry, let me just give Mr. Khoury. Donc bit.ly/2QE18VA. Yes. Yeah, Mr. Ambassador Omar Salemi, my apologies, I'm going to ask a question in English. I'm going to focus on the financial aspect in Lebanon. Budget mismanagement has put us as one of the most indebted countries in the world. So how sustainable is this without any real change? And as the second part of my question, we heavily rely on remittances coming from abroad. Are we susceptible to any potentially sanctions on the banking sector that, if that tightens a bit those inflows, that might kind of shake the banking sector? Thank you. I'm not an expert on economic and financial affairs, but I gave you some elements that may create hope. We still have to face many elements, but we still do think that the Lebanese will be able to adapt to new challenges and to prevail. And that's what they have done for the last 40 years, I guess, right? So, but I don't have specific answers to your specific questions. Juste une deuxième question, Monsieur l'Ambassadeur. Vous avez dit que tout développement économique s'accompagne d'une paix. Quelle est votre vision
vision, parce que Israël ne va pas rester insensible à tout ce développement économique s'il n'y a pas une dynamique de paix qui s'installe. Est-ce que cette dynamique de paix, dans votre vision, va s'installer à travers M. Trump ou à travers d'autres négociations, de façon à stabiliser le contexte pour que, économiquement, ça puisse se développer, que ce soit en Syrie ou dans les autres pays? Quelles sont, à votre avis, les visées israéliennes par rapport à notre région? Est-ce qu'ils vont rester insensibles à ce développement ou est-ce qu'il va falloir vraiment mettre une dynamique de paix dans son processus pour pouvoir y arriver? Pour que la dynamique de paix se concrétise et devienne un fait réel, il faut bien sûr que les pays étrangers, la communauté internationale aident et poussent dans le sens de la paix, mais il faut que les parties elles-mêmes soient convaincues que la paix est dans leur intérêt. Malheureusement, ça n'a pas encore été le cas. J'ai fait partie personnellement de la délégation officielle libanaise à la conférence de paix à Madrid en 1991. On y a cru, et puis ça a échappé à tout le monde. Puis j'étais à Beyrouth quand le sommet arabe a eu lieu en 2002, et l'initiative de paix arabe avait été adoptée, où les Arabes avaient presque reconnu Israël, et ça n'a pas abouti. Et à chaque fois que l'espoir renaît, ça n'aboutit pas. Maintenant, il y a de nouveau, il y a sûrement, après l'élection du président Trump, il y a de nouvelles initiatives. L'initiative française, comme je l'ai mentionné, n'a pas réussi dernièrement, parce que le Premier ministre israélien avait refusé l'initiative française. Monsieur Trump n'a pas encore toutes les cartes, on n'a pas encore tous les éléments. Il a promis d'aider. Mais je pense personnellement qu'il va faire un effort sérieux pour encourager. Le président Macron, je suis sûr, pourra jouer un rôle. C'est mon intuition, et c'est même mon analyse. Mais on n'a pas d'éléments qui puissent nous rassurer que nous allons vers une dynamique de paix israélo-arabe. Il n'y en a pas. Même certains pensent que les Arabes sont tellement faibles qu'Israël n'a pas intérêt à faire. Et quand les Arabes sont trop forts, Israël a peur d'avancer. Donc, mais si un intérêt profond au sein même de la société israélienne et surtout le lobby aux États-Unis se crée comme quoi la paix est dans les de tout le monde, alors la dynamique interne de paix viendra à la rencontre de la dynamique externe et on ira vers la paix. Ces conditions ne sont pas encore réunies, malheureusement. Bonjour, Hadi Fada. Oui, Hadi. Monsieur l'ambassadeur, j'ai 3 questions. 3. Quel est l'état de la loi électorale au Liban aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un blocage qui peut perdurer ou est-ce que s'il n'y a pas d'accord sur une nouvelle loi, la loi de 1960 fonctionne encore? Je réponds tout de suite. Je viens de l'expliquer, Hadi. La réunion qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui a été reportée au 29. Il y a encore une seule chose a été décidée, qu'il n'y aura pas reconduction. Ça a été décidé. Sur quoi est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? On ne sait toujours pas. Mais la réunion de l'Assemblée nationale qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui aura lieu le 29. Il y a un espoir qu'ils puissent s'entendre sur une nouvelle loi électorale. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. La deuxième question. La seconde question, lorsque je parle à des amis français potentiels de la région du Liban, ils nous disent vos ennemis ne sont ni les Israéliens, ni les Iraniens, ni les Saoudiens, vos ennemis sont les hommes politiques libanais. Parce qu'il y a tellement de corruption, il y a tellement de problèmes qu'on n'ose pas ou qu'on n'a pas envie d'y aller, qu'on ne croit plus au Liban. Comment faire pour que les hommes politiques au Liban soient contre eux? Écoute, il y a deux manières. Il y a deux manières. Soit se plaindre dans les salons, dans les soirées, dans les dîners, se plaindre, et puis se plaindre, et puis se plaindre. Ou bien aller voter. Vous allez sourire, non? Il y a sûrement, il ne faut pas minimiser le rôle que les politiciens ont joué tout le long de l'histoire libanaise. Ils ont joué un rôle important pour préserver la souveraineté, la liberté du Liban. Mais c'est vrai que la gestion des affaires d'État est problématique. Ça, c'est vrai. Mais au Liban, les élections, malgré tout, il y a des élections. Il y a un système, ça fonctionne. Il y a des élections législatives, il y a des élections municipales. Il y a sûrement 20 à 25, je ne vais pas donner de pourcentage, mais il y a un pourcentage de gens qui est lié au parti politique. Il y a un pourcentage qui est lié, qui a besoin de services. Mais il y a facilement 40% de gens qui sont indépendants et qui sont prêts à voter pour des gens compétents, qui peuvent aller. Sauf qu'ils ne vont pas voter. Le taux d'abstention est trop élevé. Vous voyez, si les gens qui réfléchissent comme vous, comme ça, au changement, et puis
se mobiliser, je pense qu'il pourrait faire un changement. Aller voter ne veut pas dire voter contre les partis politiques, ne veut pas aller voter contre les familles politiques, ou bien aller voter exclusivement pour la société civile. Il y a un choix. Les politiciens ont leur liste, la société civile aura sa liste, et les familles politiciens auront leur liste. Aux gens qui réfléchissent objectivement et qui veulent que leur pays soit bien géré, de choisir, mais d'aller voter, de choisir parmi ces trois listes la personne qu'ils pensent, qu'ils jugent, qui sera plus honnête que d'autres, qui sera intègre, qui sera. Et je pense que cette fois-ci, et j'ai même des éléments d'information, qu'il y aura plusieurs appels par des gens que les gens respectent, par des groupes de la société civile, pour demander aux gens d'aller voter pour telle liste. Je crois qu'ils vont demander aux Libanais, allez voter pour ces gens-là. Alors, aux Libanais d'aller voter, Hadi. C'est la seule façon, parce que je sais que beaucoup de gens ont fait beaucoup d'efforts pour faire changer les choses. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que quels que soient les efforts de la société civile, elle aura besoin à un certain moment d'aller où? À l'Assemblée nationale pour faire adopter une loi. Sans loi, parce que la réforme, soit tu la fais dans le système, dans le cadre du système, soit en dehors du système. En dehors du système, c'est la révolution. C'est pas possible au Liban de faire des réformes en dehors du système. Dans le cadre du système, il faut une loi. Il faut que les parlements votent une loi. Il faut que les parlements votent une loi. Soit qu'il faut qu'il y ait au sein du Parlement suffisamment de députés intègres, honnêtes, pour promouvoir ce genre de loi, soit qu'il faut qu'il y ait un lobby suffisamment fort pour les influencer. Moi, je suis en faveur d'une plus grande mobilisation des gens qui veulent le changement à l'occasion des prochaines élections législatives. Dernière question. On a vu qu'en Tunisie et en Égypte, il y avait un rôle très important joué par les femmes. Au Liban, malheureusement, ce rôle est très silencieux pour les femmes. Comment faire pour que les femmes qui peuvent avoir un rôle très important dans les batailles civilisateurs de Cannes jouent un rôle plus important? Ça, c'est un problème qui se pose partout, quota ou pas quota. Beaucoup de femmes refusent le quota. Non, c'est un droit, c'est pas une question, c'est leur lutte qui doit leur... Moi, je pense qu'il faut qu'elles s'impliquent plus. Il faut qu'elles s'impliquent plus, d'autant plus qu'elles réussissent dans les postes qu'elles occupent. Il faut qu'il y ait plus de nouveau. Il faut qu'il y ait plus de femmes au Parlement. On parle de quotas au Liban. Il se pourrait qu'il y ait un quota, qu'il fixe un quota. Mais indépendamment du quota, il faudrait qu'elles se présentent, qu'on les voit plus, qu'elles se mobilisent plus. Et je pense que les gens sont prêts à voter pour des femmes. C'est vrai, ça. C'est pas juste des paroles. C'est une réalité qui existe. Les gens ont envie de voter pour davantage de femmes cette fois-ci, parce qu'elles sont efficaces, parce que elles sont pas, en tout cas, responsables de tous les problèmes qu'on a déjà eu au cours des dernières décennies. Mais moi, je vais me poser à moi-même une question que je pensais que tu allais poser, Hadi. Les relations entre la France et le Liban, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde voudra savoir en question qu'est-ce que la France, qu'est-ce que le nouveau gouvernement français pourrait faire pour aider le Liban au cours des mois à venir. Et je dirais ceci. Les relations avec la France s'inscrivent dans la continuité, tant sur le plan politique, économique que culturel. Je pense à la participation de la France à la FINUL, à la force multinationale, à tous ces sacrifices, à la création du groupe d'appui international pour le Liban, à son organisation des conférences de Paris 1, Paris 2, Paris 3, et à l'ensemble de la riche coopération bilatérale franco-libanaise. Il ne faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, le président Aoun a félicité le président Macron pour sa brillante élection. Des contacts vont s'établir certainement. Le chargé d'affaires est là et pour veiller à ce que ces contacts s'établissent. Des contacts vont s'établir au niveau des conseillers, des ambassades et des ministres pour préparer, je pense, n'est-ce pas, Hadi, une visite fructueuse du président Aoun à Paris comme initialement prévu. Il faudrait certainement, c'est utile, d'organiser une réunion du groupe d'appui international pour le Liban cette année qui discuterait conformément au mandat de ce groupe 4 questions. C'est le mandat du groupe d'appui international. 1. Appuyer les institutions libanaises et promouvoir la stabilité au Liban. 2. Appuyer l'armée libanaise. 3. Appuyer l'économie. Et 4. Aider le Liban pour faire face aux problèmes des réfugiés.
De même qu'à l'occasion des négociations qui ont lieu à propos de la Syrie et qui auront lieu à propos du Moyen-Orient, espérons, veiller à ce que les intérêts du Liban soient respectés, notamment assurer un retour digne des réfugiés syriens en Syrie et la non-implantation définitive des réfugiés palestiniens au Liban. La France a toujours joué ce rôle et je suis sûr qu'elle continuera à jouer ce rôle. Voilà. Merci.